La Chine a-t-elle un accès direct à l'océan Pacifique? Imaginez la Chine et, sans regarder une carte, essayez de répondre à cette question. Évident? Pas tant que ça. Dans cette vidéo, nous allons vous apporter une réponse à cette question stratégique plus compliquée qu'il n'y paraît. Mais avant tout, il est important de comprendre que la petite île de Taïwan est au cœur de cette problématique. Et nous allons voir que cette île a vu son développement économique exploser suite à sa mainmise progressive dans l'industrie des semi-conducteurs. Un matériel électronique primordial dans la fabrication de tous nos produits électroniques. Pourquoi Taïwan? Y a-t-il un lien avec sa position stratégique? Il semble que personne ne se pose cette question. Et, par nos propres analyses, nous allons vous donner notre réponse. Mais Taïwan, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un pays indépendant dont la souveraineté est menacée par l'impérialisme chinois? C'est bien plus compliqué que ça. Historiquement, Taïwan appartient à la Chine, mis à part le contrôle de l'île par le Japon entre 1895 et 1945. La séparation a eu lieu en 1949. Suite à une guerre civile qui a notamment vu s'affronter le Parti communiste et le Kuomintang, ces derniers ont perdu la guerre, se sont réfugiés à Taïwan et ont créé leur propre gouvernement opposé au gouvernement de la République populaire de Chine. Ainsi, la Chine justifie ses velléités de rattachement de Taïwan en affirmant que c'est une région chinoise en rébellion. C'est d'ailleurs un cas de figure qui n'est pas unique à Taïwan. Pourtant, il attire l'attention du reste du monde, et notamment des États-Unis, qui ont favorisé des liens étroits avec le gouvernement de Taïwan depuis sa création. Pourquoi? C'est là que nous en venons aux deux grands intérêts au cœur du conflit. Et rien de mieux que cette situation pour confirmer notre affirmation de notre dernière vidéo sur le fait que 99% des conflits s'expliquent par le positionnement stratégique et les ressources. Dans le cas de Taïwan, son positionnement stratégique est lié à l'accès à l'océan Pacifique. Ces ressources sont technologiques, liées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces intérêts sont constamment présentés de manière séparée, sans lien entre eux. Pourtant, il y a de claires raisons de penser que l'un soit motivé par l'autre. Et, si d'un côté on trouve la Chine, de l'autre on retrouve les États-Unis. Leur implication dans cette histoire remonte à la Deuxième Guerre mondiale. Suite à leur victoire dans la guerre du Pacifique, les États-Unis ont imposé leur présence militaire dans la région, présence incontestée jusqu'à aujourd'hui. Et nous pouvons enfin nous pencher sur la géographie de cette région pour comprendre cette présence. À première vue, la Chine a accès à l'océan Pacifique. Mais regardons-y de plus près. Une série d'îles ferme la porte de l'océan, et au milieu de cette chaîne se trouve Taïwan. Et qui possède une base militaire sur la plupart de ces îles? Les États-Unis. Au Japon, dans le cadre du traité de coopération mutuelle et de sécurité, avec un total d'environ 7000 militaires sur les îles principales. Sur l'île d'Okinawa, île ultra-militarisée avec 26 000 soldats des États-Unis. Aux Philippines, où les États-Unis ont accès à 9 bases militaires. Et même en Corée du Sud, qui n'est pas une île mais presque, vu que l'accès du Nord est complètement fermé par la Corée du Nord. Autour de 30 000 soldats états-uniens y sont stationnés. Le Japon possède également une série d'îles entre Okinawa et Taïwan, qu'il est en train de militariser. Miyakojima, Tarama, Ishigaki, Taketomi et Yonaguni, qui n'est qu'à 110 km de Taïwan. Et le Japon est allié des États-Unis. Mais une de leurs bases la plus importante se trouve à Guam, île qui appartient aux États-Unis et où se trouvent autour de 10 000 militaires. Petite parenthèse, les États-Unis ont environ 800 bases militaires dans le monde. En comparaison, la Chine en a 4. Donc, si Taïwan est allié aux États-Unis, ceci bloque complètement l'accès de l'océan à la Chine, notamment en contrôlant le détroit de Miyako et le détroit de Luçon. Concrètement, même si les navires chinois peuvent aujourd'hui passer par ces détroits,
Les États-Unis pourraient facilement bloquer ces passages en cas de guerre ouverte, lui donnant un avantage stratégique considérable. Et ce blocage concerne autant le passage des navires militaires que des navires de transport. Par exemple, le blocage des échanges de pétrole et gaz fragiliserait considérablement l'économie de guerre chinoise. Les autres options ? Le détroit de Malacca, qui reste cependant par lequel passent 60% des importations de pétrole en Chine, mais qui reste très fragile, en raison de son espace restreint et qui pourrait également être facilement bloqué. Par qui ? Encore une fois, par les États-Unis, qui possèdent une base militaire à Singapour. La Chine développe des solutions alternatives, notamment l'importation de pétrole et gaz venant de Russie. En revanche, si la Chine contrôle Taïwan, ils ont accès direct à l'océan, et en plus, au port à eau profonde de l'île qui permet de lancer des sous-marins lanceurs d'engins, ce qui n'est pas le cas des ports de la métropole. Qu'en est-il aujourd'hui ? La République populaire de Chine ne contrôle clairement pas l'île de Taïwan, mais menace de l'envahir, notamment ces derniers mois avec des exercices de plus en plus menaçants autour de l'île pour récupérer ce contrôle. En contrepartie, les États-Unis n'ont pas de base militaire à Taïwan, mais s'engagent à défendre l'île en cas d'attaque de la Chine. Un déploiement rapide, notamment à partir de ces bases militaires proches, pourrait ajouter le dernier maillon de la chaîne d'îles qui renferme la Chine. C'est une situation qui est donc extrêmement tendue entre les deux puissances. Et l'influence des États-Unis reste précaire et dépend forcément de la politique du gouvernement taïwanais. Effectivement, si Taïwan privilégie un rapprochement progressif avec la Chine jusqu'à un potentiel rattachement, les États-Unis perdraient leur avantage stratégique. Ils ont donc tout intérêt à alimenter l'animosité entre les deux entités, et le degré de rapprochement dépend donc énormément du pouvoir en place. Depuis 1986, Taïwan s'est largement démocratisé avec des élections libres. Les gouvernements pro-rapprochement et anti-rapprochement se succèdent, et le gouvernement actuel est anti-rapprochement, ce qui explique en partie la récente montée des tensions. Mais rien n'empêche que la situation change de nouveau et qu'un futur gouvernement taïwanais enclenche un regroupement définitif avec la métropole. Que peuvent donc faire les États-Unis pour l'en empêcher ? La réponse se trouve peut-être dans le deuxième avantage de l'île, sa ressource technologique. Comme expliqué précédemment, Taïwan est un leader mondial dans la fabrication et vente des semi-conducteurs, au travers de l'entreprise TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Alors, vous ne savez peut-être pas exactement ce que c'est, et s'ils ont une quelconque importance dans notre monde. Eh bien, dire qu'ils ont de l'importance est un euphémisme. Ils sont nécessaires dans la fabrication des transistors, qui sont un élément essentiel de tous les appareils électroniques. Donc, sans semi-conducteurs, il n'y a pas d'ordinateur, pas de téléphone, pas d'avion, pas de voiture, etc. Dans le domaine de la défense, ils sont donc également primordiaux. Notamment pour les systèmes de communication, de surveillance, dans l'armement et l'aérospatial. D'après l'historien Chris Miller, il existe un lien direct entre semi-conducteurs et puissance militaire. Dans ce sens, la réussite militaire dépendrait donc du contrôle du marché des semi-conducteurs. Il est important de comprendre que la production de semi-conducteurs se décompose en deux activités. Fabless, c'est l'activité qui s'occupe du design des semi-conducteurs, et Foundry, c'est l'activité qui s'occupe du manufacturing des semi-conducteurs. La plupart des designers, y incluent Apple, Nvidia, AMD, etc., s'appuient sur d'autres entreprises pour le manufacturing des semi-conducteurs, comme SMIC, UMC, etc. Seules 2 sociétés dans le monde sont actives dans les deux activités, Intel et Samsung. En particulier parce que le coût d'investissement dans les usines de manufacturing est énorme. Et TMSC dans tout ça, il s'occupe du manufacturing, grâce notamment à un énorme complexe d'usines situé sur l'île de Taïwan. Mais il développe l'idée de participer également dans l'activité de design. Dans la seule activité de manufacturing, les plus gros concurrents de TSMC sont SMIC, le plus gros manufactureur en Chine, et UMC, un autre manufactureur situé à Taïwan, le premier producteur de semi-conducteurs taïwanais.
Ces deux entreprises sont toutefois positionnées largement derrière TSMC. Les véritables concurrents de TSMC sont donc Samsung et Intel. En termes de revenus à juin 2024, le classement est le suivant. Samsung, 202,2 milliards de dollars. TSMC, 71,5 milliards de dollars. Intel, 55 milliards de dollars. En comparaison, SMIC a un revenu en 2022 de 7 milliards de dollars. Toutefois, les revenus de Samsung et Intel proviennent également de leur activité de design, alors que ceux de TSMC ne concernent que l'activité de manufacturing. TSMC est d'ailleurs le plus grand semi-conducteur foundry au monde, et la plupart des grands producteurs de semi-conducteurs font appel à leurs services. TSMC représente 53% du marché mondial de la foundry des semi-conducteurs en 2020. Selon un rapport du Boston Consulting Group, TSMC a fourni 92% des puces les plus avancées en 2019. Et ce n'est pas pour rien. En plus de l'ampleur de leur activité, ils ont également des avantages compétitifs indéniables. En particulier, ils sont toujours en avance sur les autres dans la recherche. Ainsi, ils sont déjà sur le manufacturing de semi-conducteurs de 3 nanomètres, alors que leurs concurrents sont encore sur les semi-conducteurs de 5 voire 7 nanomètres. Ainsi, avoir un minimum de contrôle sur l'île de Taïwan est primordial pour les États-Unis dans la course à la technologie. Ils essaient bien de rattraper le géant taïwanais, notamment avec des usines construites en Arizona, mais le gap est encore énorme à combler. En cas de récupération de Taïwan par la Chine, cette dernière ferait un énorme pas en avant devant les États-Unis dans ce domaine. La Chine pourrait d'ailleurs dicter les prix de ce quasi-monopole en termes d'avancées technologiques, et les autres pays devront s'y aligner. Mais une question importante que personne ne semble se poser nous vient à l'esprit. Pourquoi Taïwan ? La réponse au comment est largement débattue. Le gouvernement a énormément dépensé en recherche et développement, la culture de travail est propice à cette évolution, une personne, le fondateur de TSMC, a permis l'avènement de cette révolution technologique. Mais tout cela ne répond pas au pourquoi. Pourquoi pas un autre pays ? Pourquoi ça ne s'est pas passé dans un autre pays, par exemple la Chine, l'Inde, les États-Unis ? D'ailleurs, et de manière étrange, la plupart des avancées technologiques dans ce domaine jusqu'aux années 80 étaient développées aux États-Unis. La raison, généralement donnée pour ce transfert d'activité, est le souhait des entreprises états-uniennes d'exporter le manufacturing dans un pays asiatique, avec une main-d'œuvre moins chère. Mais cela n'explique toujours pas pourquoi Taïwan et pas un autre pays. Pour essayer de comprendre cela, regardons les liens entre les États-Unis et la création de TSMC. Le fondateur de TSMC, Chang Morris, est né en Chine, mais est parti travailler aux États-Unis en 1949. Après des études au MIT, il passe 25 ans à Texas Instruments, une des plus grandes entreprises de semi-conducteurs au monde. D'après la légende, Chang Morris n'obtient pas le rôle de PDG et s'engage avec l'entreprise General Instrument, également une entreprise de semi-conducteurs, avant de recevoir une offre du gouvernement de Taïwan pour être à la tête de ITRI, Industrial Technology Research Institute, une association gouvernementale en charge de développer le secteur technologique à Taïwan. En mettant en avant le marché des semi-conducteurs dans ce projet, il crée finalement TSMC en 1987. Donc, d'après les versions officielles, il y a un lien clair avec les États-Unis puisque Chang Morris a travaillé aux États-Unis. Mais le fait qu'il soit parti à Taïwan et a créé TSMC est entièrement attribué à lui et au gouvernement taïwanais, sans aucune intervention du gouvernement des États-Unis ou des entreprises états-uniennes. Mais d'où vient cette volonté du gouvernement taïwanais et qui a financé cette explosion technologique, sachant que, avant ça, Taïwan était un pays majoritairement agricole. Suite à l'exil du Kuomintang sur l'île, les États-Unis envoient d'énormes aides économiques à Taïwan, officiellement, dans le but de supporter leur régime face au régime de la République populaire de Chine. C'est notamment grâce à cette aide que l'île va prospérer, avant de faire un virage vers le développement technologique avec la création de ITRI en 1973. La recherche et développement va ensuite permettre au pays de se développer, plus particulièrement dans le marché des semi-conducteurs,
avec la création de UMC en 1980, puis de TSMC en 1987. Maintenant, posez-vous la question. Pensez-vous que les États-Unis ont donné cette aide sans condition et sans exercer une pression sur le gouvernement taïwanais? C'est à vous d'en juger. Mais qui est derrière le financement de TSMC? Aujourd'hui, l'actionnaire majoritaire est le Fonds national, avec seulement 6% de parts. Par contre, au moment de sa création, le Fonds national comptait pour 48% des parts, en joint venture avec le géant hollandais Philips, qui a investi 58 millions de dollars et possédé 27,5% des parts. Le reste étant apporté par de riches familles taïwanaises. La plus grande partie du financement vient donc de ce fonds national. Et la source de cet argent trouve son origine principalement dans l'aide apportée par les États-Unis, même si elle a été transformée entre-temps avec les projets de développement et leurs profits avant d'arriver là. On se retrouve donc devant deux possibilités. Les États-Unis ont largement aidé au développement de Taïwan, mais n'ont mis aucune condition et n'ont rien à voir avec la création de TSMC et l'évolution fulgurante de la mainmise de Taïwan sur le marché mondial des semi-conducteurs, ou l'aide a été donnée sous condition. Et dans ces conditions se trouve le développement de l'activité de manufacturing des semi-conducteurs. Mais pourquoi aurait-il fait ça? Tout d'abord, c'était dans la logique de l'époque d'externaliser les activités de manufacturing pour se concentrer sur les activités de design et autres. Mais pourquoi Taïwan? Parce que la position stratégique de Taïwan est critique dans la stratégie états-unienne sur le contrôle de l'Asie du Sud-Est. Ils ont fait de la capacité productive de Taïwan un élément nécessaire dans l'économie mondiale. Un blocus de Taïwan par la Chine, même temporaire, paralyserait le monde, les États-Unis embarquant ainsi dans sa stratégie ses autres alliés, qui perdraient en voyant l'île bloquée ou contrôlée par la Chine. Taïwan devient alors presque une extension des États-Unis, tant ses intérêts économiques sont liés à cette île, embarquant dans le même temps les grandes corporations mondiales comme Apple ou Tesla qui se verront obligées de financer la défense de l'île. D'ailleurs, que fait Taïwan avec tout cet argent gagné sur les profits de cette activité? Eh bien, une grande partie est utilisée pour la défense. Son budget défense avoisinant les 20 milliards de dollars en 2024. Évidemment, bien loin derrière les États-Unis, la Chine et la Russie, qui ont dépensé respectivement en 2023 916 milliards, 296 milliards et 109 milliards pour la défense. En comparaison, le Japon a dépensé 50 milliards alors que sa population est plus de 5 fois plus grande que celle de Taïwan. Le budget de la défense de Taïwan est devant celui de pays comme l'Espagne ou l'Iran, qui ont une population 2 fois et 4 fois plus grande respectivement. Et des entreprises états-uniennes comme Lockheed Martin, leader mondial dans l'industrie de l'armement, en profitent pour satisfaire cette demande. Un récent deal a été fait et devait se clôturer dans le dernier trimestre de l'année 2024, entre le géant de l'armement et Taïwan, pour la vente de F-16 pour un total de 7,69 milliards de dollars. La Chine a d'ailleurs émis des sanctions contre Lockheed Martin pour sa vente d'armes à Taïwan. Donc, pour simplifier le schéma, les États-Unis financent le développement de la production de semi-conducteurs à Taïwan, et Taïwan utilise les profits pour acheter des armes aux entreprises états-uniennes, bouclant ainsi la boucle qui a été ouverte il y a plus de 50 ans. Notre analyse sur la volonté des États-Unis de développer l'activité des semi-conducteurs à Taïwan dans le but d'empêcher l'invasion de l'île par la Chine est bien entendu une théorie que nous développons en faisant des connexions avec les faits que nous avons. Cette théorie se base sur un postulat de départ, l'hypothèse que les États-Unis, ou n'importe quel autre pays dans le même cas de figure, ne donneraient jamais d'aide sans attendre quelque chose en retour, sans avoir un intérêt derrière la tête. Il ne faut donc bien entendu pas le prendre comme une certitude, mais plutôt comme un axe de discussion pour mieux comprendre les enjeux autour de ce conflit, qui pourrait rapidement mener à la guerre. Il se peut également que les États-Unis n'aient rien à voir dans ce développement, et que Taïwan ait eu l'idée de développer ce secteur pour se rendre indispensable dans l'économie mondiale, dans le but d'inciter les pays et entreprises étrangères à la défendre contre la Chine. N'hésitez pas à donner votre avis et vos arguments dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.